Le 28 mai 1802, aux premières heures du matin, une explosion d'une violence inouïe déchira le silence des montagnes de Guadeloupe. La déflagration fut si puissante que les habitants de Basse-Terre, à plus de 3 kilomètres de distance, crurent à un tremblement de terre ou à une éruption de la soufrière. Une colonne de fumée noire s'éleva dans le ciel caribéen, atteignant une hauteur estimée à 500 mètres, visible depuis les navires ancrés dans la rade. Quand le nuage toxique se dissipa enfin, près d'une heure plus tard, il ne restait qu'un cratère béant de 20 mètres de diamètre. 300 hommes avaient disparu en quelques secondes. Cette explosion ne fut pas un accident de guerre. Ce ne fut pas une victoire militaire. Ce fut un acte délibéré et prémédité de suicide collectif. Le colonel Louis Delgray et ses 297 compagnons d'armes avaient choisi d'allumer eux-mêmes les 15 barils de poudre qui les entouraient. Ils préférèrent mourir libres plutôt que de vivre à nouveau comme esclaves. Leur devise, proclamée 18 jours plus tôt, résonna une dernière fois dans les hauteurs de Matouba, « Vivre libre ou mourir ». Ce que personne ne savait encore en ce matin tragique, c'est que cette explosion marquerait l'histoire. Car le colonel Delgray n'était pas un rebelle ordinaire. C'était un officier brillant qui avait servi la République française pendant 10 ans avec distinction. Un homme qui croyait aux idéaux de liberté, égalité et fraternité proclamés par la Révolution. Et quand Bonaparte, premier consul de France, trahit ces idéaux pour restaurer l'esclavage dans les colonies, Delgray fit un choix qui défie encore aujourd'hui notre compréhension de la nature humaine. Pour comprendre comment on en arriva à cette matinée apocalyptique de mai 1802, il faut remonter 36 ans en arrière, dans une autre île des Caraïbes françaises, là où naquit l'homme qui préféra la mort à la trahison de ses principes. Avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'époque du consulat, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Car ce que vous allez découvrir est l'un des actes de résistance les plus extraordinaires de l'histoire. Ce sacrifice héroïque va vous glacer le sang et vous faire réfléchir sur le prix de la liberté. Louis Delgray vit le jour le 2 août 1766 à Saint-Pierre, capitale de la Martinique, dans une société coloniale régie par un système de caste d'une rigidité impitoyable. Sa mère était Élisabeth Morin, une femme mulâtresse libre, probablement affranchie ou descendante d'affranchis. Son père était très probablement Louis Delgray père, un fonctionnaire blanc martiniquais d'ascendance bayonnaise qui fut receveur du roi et directeur des domaines du roi à Tobago. Les Archives nationales de France possèdent aujourd'hui les dossiers des deux Louis Delgray, père et fils, confirmant cette filiation probable. Cette naissance plaçait le jeune Louis dans une catégorie sociale précaire que les colons appelaient libre de couleur. Ni esclave, ni véritablement libre. Les mulâtres libres formaient une classe intermédiaire, méprisée par les Blancs qui ne les considéraient jamais comme leurs égaux, enviés par les esclaves qui voyaient en eux une liberté inaccessible, tolérée tant qu'elle demeurait à sa place et ne contestait pas l'ordre établi. Un équilibre fragile dans un monde où la couleur de peau déterminait absolument tout, droit, opportunité, dignité, vie ou mort. Mais Louis Delgray n'accepta jamais cette place subalterne. Doté d'une intelligence remarquable et d'une soif d'apprendre, il reçut une éducation rare pour un jeune mulâtre de l'époque. Il apprit le français dans sa forme la plus pure, loin du créole que parlaient les esclaves. Il étudia le latin, les mathématiques, la philosophie des Lumières qui enflammaient alors l'Europe. Il dévora les écrits de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu. Ces lectures forgèrent en lui une conviction inébranlable qui le hanterait toute sa vie. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Cette phrase du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen devint son credo, son étoile polaire, le principe pour lequel il accepterait finalement de mourir. Le 10 novembre 1783, à l'âge de 17 ans, Louis Delgray s'engagea dans la milice coloniale. Ce n'était pas un choix évident pour un jeune mulâtre instruit qui aurait pu devenir commerçant ou employé administratif. Mais Delgray voulait prouver quelque chose. Prouver que les hommes de couleur valaient autant que les blancs. Prouver qu'ils pouvaient servir, commander, se battre avec autant de courage et d'intelligence. Il fut rapidement nommé sergent dans la garnison de Martinique, une promotion notable qui témoignait de ses capacités. Quand la Révolution française éclata en 1789, Louis Delgray avait 23 ans.
Les échos des bouleversements métropolitains parvinrent jusqu'aux Caraïbes avec un retard de plusieurs mois, portés par les navires marchands et les gazettes qui circulaient de main en main. Mais leur impact fut immédiat et foudroyant. Les idées révolutionnaires enflammèrent les esprits des hommes de couleur libre, qui y virent enfin la promesse d'une égalité réelle. La Déclaration des droits de l'homme proclamait que tous les hommes naissent libres et égaux. Est-ce que tous les hommes incluaient les mulâtres, les noirs, les esclaves? Le débat fit rage dans les colonies. Les planteurs blancs hurlèrent que la déclaration ne s'appliquait évidemment pas aux gens de couleur, que l'ordre naturel exigeait la subordination des races inférieures. Mais en 1792, dans un geste révolutionnaire qui ébranla les fondements de la société coloniale, l'Assemblée législative française accorda la citoyenneté aux hommes de couleur libre. Pour Delgray, ce fut une révélation transcendante. La France reconnaissait enfin son humanité, son droit d'exister comme citoyen à part entière. Il s'engagea immédiatement avec ferveur dans l'armée révolutionnaire. Non pas comme simple soldat ou chair à canon, mais comme officier. Sa formation intellectuelle, son intelligence tactique et son courage remarquable lui valurent une ascension rapide dans les rangs militaires à une époque où la Révolution bouleversait toutes les hiérarchies traditionnelles. Il participa aux campagnes de défense des Antilles contre les Anglais, qui tentèrent à plusieurs reprises de s'emparer des colonies françaises pendant les guerres révolutionnaires, voyant dans le chaos une opportunité de conquête. Le 8 septembre 1791, après la prise du pouvoir par les royalistes en Martinique, le patriote Louis Delgray s'exila à la Dominique plutôt que de vivre sous l'ancien régime restauré. Le 28 octobre 1792, il participa à l'élection des députés des Îles du Vent à la Convention nationale. En décembre 1792, il rejoignit les rangs des Républicains et monta à bord de la Félicité, navire commandé par la Crosse. Il fut élu provisoirement lieutenant par ses concitoyens, une marque de confiance extraordinaire. Mais l'événement qui transforma véritablement et irréversiblement la vie de Louis Delgray survint le 4 février 1794. Ce jour-là, dans un moment de ferveur révolutionnaire qui stupéfia le monde entier, la Convention nationale française, sous l'impulsion de députés abolitionnistes comme l'abbé Grégoire et inspiré par les révoltes massives d'esclaves à Saint-Domingue, vota l'abolition immédiate et sans condition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. 300 000 êtres humains furent déclarés libres d'un trait de plume. D'un coup, le Code noir qui depuis 1685 régissait la vie des esclaves comme du bétail fut aboli. Les fouets, les chaînes, les ventes d'enfants, les viols systématiques, les tortures quotidiennes, tout cet enfer que la France avait construit et maintenu pendant plus d'un siècle s'effondrait. Pour Delgray, cette décision prouva que la Révolution française n'était pas une imposture, que les idéaux proclamés n'étaient pas de vaines paroles. Les principes de liberté, égalité et fraternité s'appliquaient désormais à tous, sans distinction de couleur de peau. C'était la victoire de la raison sur le préjugé, de l'humanité sur la barbarie, de la justice sur l'exploitation. Ce 4 février 1794 devint pour lui une date sacrée, le jour où la France avait enfin honoré ses propres principes. Les années qui suivirent furent les plus heureuses de sa vie. Delgray gravit les échelons militaires avec une détermination remarquable. En 1795, il fut envoyé en Guadeloupe, puis à Sainte-Lucie pour combattre les Anglais qui occupaient l'île. Le 22 avril 1795, lors de l'assaut du Mont Rabot, il fut grièvement blessé au combat. Mais malgré sa blessure, il continua à mener ses hommes, prit le sommet stratégique et hissa personnellement le drapeau tricolore sous le feu ennemi. Cet acte de bravoure lui valut une promotion au grade de capitaine le 25 juin 1795. Il n'avait pas encore 30 ans. En février 1794, il fut capturé par les Anglais et retenu prisonnier à Portchester Castle en Angleterre, cette forteresse médiévale sur la côte sud où les Britanniques enfermaient les prisonniers de guerre français. Il y passa plusieurs mois dans des conditions difficiles avant d'être rapatrié, en mai à Saint-Malo dans le cadre d'un échange de prisonniers. Cette expérience de captivité marqua profondément Delgray. Il comprit viscéralement ce que signifiait perdre sa liberté, être à la merci d'autres hommes, ne plus contrôler son destin. Cette compréhension ferait de lui, des années plus tard, un adversaire encore plus intransigeant de tout retour à l'esclavage. Il continua à se distinguer dans les campagnes caribéennes. À Saint-Vincent,
Il mena un commando depuis la Guadeloupe pour combattre les Anglais et s'allia avec les Caraïbes noirs de Joseph Chatoyer, les Garifuna, cette population issue de descendants africains et amérindiens qui résistaient farouchement à la colonisation. Del Grey admirait leur fierté, leur refus de se soumettre. Il voyait en eux des frères de combat dans la lutte pour la dignité humaine. En 1797, il atteignit le grade de chef de bataillon. En 1820, il fut promu colonel. Une ascension vertigineuse pour un homme de couleur dans une armée encore largement dominée par des officiers blancs issus de l'Ancien Régime. Mais Del Grey possédait des qualités indéniables que même ses supérieurs blancs ne pouvaient ignorer. Un sens tactique aiguisé qui lui permettait de prévoir les mouvements ennemis, un courage physique exceptionnel démontré à maintes reprises sous le feu, une capacité à inspirer et commander ses hommes, et surtout une loyauté absolue envers la République française et ses idéaux. Le 11 décembre 1799, le colonel Louis Del Grey arriva en Guadeloupe comme aide de camp du général Baco. L'île était alors dans une situation politique complexe et volatile. En octobre 1801, il devint aide de camp du capitaine général Jean-Baptiste Raymond de Lacrosse, un officier blanc qui le qualifia de sans-culotte, terme qui à cette époque du consulat indiquait un profond engagement révolutionnaire. Mais le 1er novembre 1801, lorsque Lacrosse fut emprisonné par des officiers rebelles mécontents de sa gouvernance autoritaire, Del Grey prit une décision qui révéla son pragmatisme politique. Il se rallia aux rebelles. Il fut nommé chef de la place de Basse-Terre par le général Magloire-Pélage, un officier mulâtre qui dirigeait alors le mouvement d'opposition, tandis que Lacrosse était chassé de Guadeloupe et se réfugiait sur l'île voisine de la Dominique. Le 5 janvier 1802, Del Grey destitua les fonctionnaires blancs accusés de correspondre secrètement avec Lacrosse. 2 jours plus tard, il devint chef de l'arrondissement de Basse-Terre, concentrant entre ses mains un pouvoir considérable. Les 15 et 16 février 1802, en collaboration avec le capitaine Massoto, il fit arrêter plusieurs officiers blancs soupçonnés de comploter contre le nouveau gouvernement. Del Grey était au sommet de son pouvoir et de son influence. Respecté de ces hommes qui voyaient en lui l'incarnation de leur propre ascension sociale, il commandait le 2e bataillon de la 66e demi-brigade coloniale, composé majoritairement de soldats noirs et mulâtres, tous hommes libres depuis 1794. Pour la première fois dans l'histoire des colonies françaises, des hommes de couleur commandaient d'autres hommes de couleur au nom de la France. L'égalité proclamée en 1789 semblait enfin devenir réalité. Mais à Paris, à 6000 km de la Guadeloupe, un homme préparait en secret la destruction de ce fragile édifice d'égalité. Un homme qui s'était proclamé premier consul en 1799, concentrant entre ses mains tout le pouvoir exécutif. Un homme dont l'ambition sans limite sacrifierait sans hésitation les idéaux révolutionnaires sur l'autel du pragmatisme économique et politique. Un homme dont le nom résonne encore à travers l'histoire, vénéré par certains, maudit par d'autres, Napoléon Bonaparte. Ce que le colonel Del Grey ne savait pas encore, alors qu'il inspectait ses troupes sous le soleil écrasant des Caraïbes en ce début d'année 1802, c'est que Bonaparte avait déjà signé son arrêt de mort. Et celui de 300 000 autres âmes. Car l'homme qui avait promis de consolider les acquis de la Révolution s'apprêtait à commettre ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'une des plus grandes trahisons de l'histoire moderne. Le 9 novembre 1799, lors du coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte renversa le Directoire et se proclama premier consul de la République française. Dans ses premières déclarations publiques, il jura solennellement de préserver les acquis essentiels de la Révolution, d'en finir avec le chaos et la corruption qui minaient le pays, de restaurer la grandeur de la France tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Beaucoup crurent en lui. Louis Del Grey aussi. Mais Bonaparte était avant tout un pragmatique sans scrupules. Un calculateur froid qui subordonnait tous les principes moraux à un seul objectif transcendant, le pouvoir. Et le pouvoir, à cette époque troublée, exigeait de l'argent. Beaucoup d'argent. Les guerres incessantes contre les coalitions européennes qui se succédaient vidaient les caisses de l'État français à une vitesse alarmante. Il fallait trouver de nouvelles sources de revenus pour financer les armées, payer les fonctionnaires, maintenir l'ordre intérieur et poursuivre les conquêtes extérieures. Les colonies des Caraïbes, avant la Révolution et l'abolition de l'esclavage, généraient des profits colossaux grâce à l'économie de plantation basée sur le travail forcé gratuit. Sucre, café, indigo, coton, cacao. Ces productions exportées vers l'Europe enrichissaient fabuleusement la France. Saint-Domingue à elle seule, la perle des Antilles, produisait plus de richesses que toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord réunies.
Les planteurs blancs vivaient dans un luxe inimaginable, construisant des demeures somptueuses, important des meubles parisiens, des vins fins, des bijoux pour leurs épouses. C'était un âge d'or pour les colons. Un enfer pour les esclaves qui produisaient cette richesse de leur sang et de leur sueur. Mais l'abolition de l'esclavage en 1794 avait bouleversé radicalement ce système économique. Les anciens esclaves, devenus libres, refusaient naturellement de continuer à travailler dans les plantations pour des salaires misérables qui ne différaient guère de leurs conditions antérieures. Beaucoup préféraient cultiver leurs propres terres, vivre de subsistance, échapper au contrôle des anciens maîtres. La production s'effondra spectaculairement. Les exportations chutèrent de 80% en quelques années. Les planteurs blancs, ruinés ou en voie de ruine, quittèrent les colonies pour se réfugier en France métropolitaine où ils formèrent un lobby puissant et bruyant qui multipliait les pétitions et les pressions sur le gouvernement. Ils voulaient une seule chose, avec une obsession dévorante, le retour à l'ancien système. Le retour de l'esclavage. Napoléon Bonaparte les écouta attentivement. Non par conviction idéologique personnelle concernant la supériorité raciale ou l'infériorité des Noirs, mais par pur calcul économique et politique. Il avait besoin de l'argent des colonies pour financer son ambition impériale. Et il était particulièrement sensible aux arguments du lobby esclavagiste pour une raison personnelle. Il avait épousé en 1796 Joséphine de Beauharnais, née Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, fille d'une famille de planteurs de la Martinique. Joséphine, malgré ses airs de sophistication parisienne et son élégance raffinée, n'avait jamais renié ses origines coloniales esclavagistes. Elle entretenait des liens étroits avec le lobby des planteurs, ces riches exilés installés à Paris qui rêvaient de reconquérir leur domaine perdu. À travers elle, ces hommes avaient directement l'oreille du premier consul. Ils murmuraient, persuadaient, argumentaient, l'esclavage était nécessaire, disaient-ils. Les Noirs étaient incapables de travailler sans contrainte. L'économie coloniale ne pouvait fonctionner qu'avec le travail forcé. L'abolition avait été une erreur idéaliste et irréaliste. Il fallait revenir à la raison. Les Archives nationales de France conservent aujourd'hui une série de lettres échangées entre Bonaparte et ses généraux en 1801 et 1802. Ces documents, longtemps classés secrets et embarrassants pour la mémoire nationale française, révèlent l'ampleur de la trahison et le cynisme glacial du premier consul. Dans une lettre datée du 18 janvier 1802, adressée au général Leclerc qui commandait l'expédition massive de 40 000 hommes envoyés reconquérir Saint-Domingue, Bonaparte écrivit des mots qui glacent encore aujourd'hui le sang. Il faut détruire tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, et ne garder que les enfants au-dessous de 12 ans. Débarrassez-nous de ces nègres qui se croient égaux aux blancs. Le masque était tombé. L'héritier autoproclamé des Lumières et de la Révolution révélait sa vraie nature. Un raciste cynique prêt à sacrifier sans le moindre remords des centaines de milliers de vies humaines sur l'autel de la prospérité économique et de son ambition personnelle de puissance. Les mots liberté, égalité, fraternité gravés sur les frontons des bâtiments publics n'étaient plus que des formules creuses et hypocrites. Le 20 mai 1802, Bonaparte signa discrètement une loi qui rétablissait de facto l'esclavage dans plusieurs colonies. Mais ce texte ne fut pas publié immédiatement dans le Moniteur universel, le journal officiel du gouvernement consulaire. Il devait rester confidentiel jusqu'à ce que les forces militaires nécessaires soient en place pour imposer le retour à l'ordre ancien. Car Bonaparte savait pertinemment que les hommes de couleur libre et les anciens esclaves ne se laisseraient pas enchaîner à nouveau sans résister avec la dernière énergie. Il fallait d'abord les écraser militairement dans une campagne de terreur et de répression. Puis, dans le silence imposé par la force des baïonnettes et la menace des pelotons d'exécution, rétablir l'esclavage comme un fait accompli. La signature du traité d'Amiens au printemps 1802 avec la Grande-Bretagne offrit à Bonaparte l'opportunité qu'il attendait. Cette trêve temporaire dans les guerres incessantes qui déchiraient l'Europe depuis 10 ans lui permit de redéployer des troupes vers les colonies sans risquer une attaque anglaise pendant le transfert. Une expédition massive de 40 000 hommes, dirigée par le général Leclerc, beau-frère de Bonaparte, fut envoyée à Saint-Domingue dès février 1802 pour mettre fin à l'autonomie de facto exercée par Toussaint Louverture, le brillant général noir qui avait transformé l'île en quasi-État indépendant. L'objectif secret était de capturer Louverture, de désarmer toutes les troupes composées d'hommes de couleur, et de rétablir l'esclavage par la force brutale. Pour la Guadeloupe, Bonaparte confia une mission similaire au général Antoine Richepense, un vétéran aguerri des campagnes d'Italie et d'Égypte,
âgé de seulement 32 ans mais réputé pour sa brutalité efficace au combat et son absence totale de sentimentalisme. Convaincu par la crosse, le capitaine général évincé qui brûlait de se venger et qui dépeignait la situation guadeloupéenne comme une insurrection de nègres qui se croient citoyens, Bonaparte donna à Richepense des ordres clairs et impitoyables: reprendre le contrôle total de la Guadeloupe, désarmer toutes les troupes composées d'hommes de couleur, arrêter ou éliminer physiquement les officiers mulâtres qui pourraient résister, et préparer méticuleusement le terrain pour la restauration prochaine de l'esclavage. Les méthodes. Laisser à sa discrétion. La seule contrainte impérative, agir vite, avant que la résistance ne s'organise. Parti de Brest avec 3500 soldats embarqués sur 15 navires de guerre et plusieurs transports de troupes, Richepense arriva le 6 mai 1802 au port de Pointe-à-Pitre où il fut accueilli sans méfiance apparente par Magloire-Pélage et les troupes de couleur qui contrôlaient l'île. Pélage, officier mulâtre ambitieux et pragmatique, croyait naïvement que Bonaparte envoyait simplement des renforts pour stabiliser la situation politique après l'éviction de la crosse. Il ne comprenait pas encore qu'il était en train d'accueillir son propre bourreau. Richepense n'éprouva aucune résistance lors du débarquement. Mais il n'ordonna pas moins immédiatement, dès le premier jour, le désarmement complet des troupes indigènes dont les soldats stupéfaits furent conduits de force à bord de ces navires où ils furent enfermés dans les cales comme des prisonniers. Cette mesure brutale et humiliante, qui traitait des soldats de la République française comme des criminels ou des esclaves fugitifs, révéla instantanément la vraie nature de l'expédition. Quelques officiers de couleur, plus lucides ou plus méfiants que Pélage, comprirent immédiatement ce qui se tramait. Sans connaître encore les ordres secrets de Richepense, ils devinèrent que le désarmement n'était que le prélude au rétablissement de l'esclavage. Ces hommes, dont Louis Delgray qui se trouvait à Basse-Terre à 40 km de Pointe-à-Pitre, prirent la décision qui allait sceller leur destin: résister. Dans la nuit du 6 au 7 mai, des messagers arrivèrent au galop à Basse-Terre, porteurs de nouvelles alarmantes sur le désarmement forcé et les intentions réelles de Richepense. Delgray écouta les rapports, son visage demeurant impassible mais ses mains se crispant imperceptiblement sur le pommeau de son épée. Il savait. Après des mois de rumeurs inquiétantes, après les nouvelles terrifiantes venues de Saint-Domingue où les troupes du général Leclerc massacraient systématiquement les officiers noirs et mulâtres dans une campagne d'extermination raciale, il savait que le moment de vérité était arrivé. Il devait faire le choix le plus difficile de sa vie: obéir aux ordres d'un gouvernement qui trahissait ses propres principes, ou résister au nom de ces mêmes principes. Le 8 mai 1802, Delgray reçut l'ordre écrit officiel de Richepense de livrer immédiatement toutes les armes de son bataillon. Il lut le document avec attention, le posa calmement sur son bureau, et convoqua ses officiers pour une réunion d'urgence. La discussion dura toute la nuit du 8 au 9 mai. Les arguments fusèrent avec passion dans la salle enfumée. Certains préconisaient l'obéissance malgré tout. Résister, argumentait-il, c'était se rebeller contre la France, contre la République qu'ils avaient tous juré de servir fidèlement. Ils seraient considérés comme des traîtres, des insurgés, des ennemis de l'État. D'autres, plus lucides ou plus désespérés, comprirent que la France qui envoyait Richepense avec ses ordres de désarmement n'était plus la France révolutionnaire qu'ils avaient servie. C'était la France de Bonaparte, celle des planteurs enrichis, celle qui s'apprêtait à les remettre dans les fers qu'ils avaient brisés 8 ans plus tôt. À l'aube du 9 mai, après une nuit blanche de débats épuisants, Delgray prit sa décision irrévocable. Il fit aligner son bataillon dans la cour du Fort Saint-Charles. 600 hommes en uniforme, armes aux pieds, immobiles sous le soleil levant qui commençait déjà à chauffer impitoyablement le pavé. Le colonel s'avança face à eux, sa silhouette se découpant contre le ciel. Sa voix porta, claire et ferme, dans le silence matinal chargé d'électricité: Soldats, on nous demande de rendre nos armes. On nous dit que c'est un ordre du gouvernement de la République. Mais de quelle République parle-t-on? Celle qui en 1794 nous a déclarés citoyens libres et égaux? Ou celle qui aujourd'hui veut nous désarmer pour mieux nous enchaîner à nouveau dans les plantations? Un murmure parcourut les rangs. Delgray leva la main pour demander le silence. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous dites que je suis fou de défier l'autorité du gouvernement. Que nous ne sommes que 600 contre 3500. Que résister, c'est signer notre arrêt de mort. Il marqua une pause, son regard balayant lentement les visages tendus de ces hommes, ces soldats qu'il avait suivis pendant des années, qui avaient combattu à ses côtés contre les Anglais, qui avaient versé leur sang pour la France.
Mais vivre à genoux, enchaînés, fouettés comme des bêtes, vendus comme du bétail, séparés de nos familles au gré des caprices d'un maître, est-ce vraiment vivre? Nos pères ont connu cet enfer. Certains d'entre vous l'ont connu avant 1794. Sommes-nous prêts à y retourner sans combattre? Sommes-nous prêts à trahir notre propre humanité? Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé d'une tension presque insupportable. Puis un soldat, au fond des rangs, cria d'une voix forte, « Vivre libre ou mourir !» D'autres reprirent immédiatement, puis d'autres encore. En quelques secondes, les 600 hommes scandaient à l'unisson, leur voix se mêlant en un rugissement de défi qui résonna contre les murs de pierre du fort. Vivre libre ou mourir. Vivre libre ou mourir. Cette devise, empruntée à la Révolution française elle-même, allait devenir le cri de ralliement de la résistance guadeloupéenne. Elle résonne encore aujourd'hui, 223 ans plus tard, chaque 27 mai lors des commémorations officielles. Le 10 mai 1802, Louis Delgray commit l'acte qui le fit basculer définitivement de l'obéissance à la rébellion ouverte. Il rédigea un texte extraordinaire, un manifeste de 8 pages qui fut imprimé en secret pendant la nuit et distribué dans toute l'île des Laubes. Le titre résumait son contenu avec une puissance déchirante, à l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Ce document, conservé aujourd'hui aux archives départementales de la Guadeloupe sous la cote 1032, est l'un des textes les plus poignants et les plus puissants de toute la littérature anti-esclavagiste mondiale. Delgray y dénonçait avec une éloquence remarquable la trahison du gouvernement consulaire, l'hypocrisie d'un régime qui prêchait la liberté tout en restaurant l'esclavage, la barbarie d'un système qui réduisait des êtres humains à l'état de marchandises échangeables. Il écrivait notamment « C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des Lumières et de la philosophie qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée de lever la voix vers la postérité, pour lui faire connaître lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. » Il concluait son manifeste par ces mots prophétiques qui allaient devenir sa devise personnelle et celle de tous ses compagnons. Nous ne demandons pas de faveur. Nous demandons seulement qu'on respecte les droits que la République nous a solennellement accordés. Nous ne sommes pas des rebelles. Ce sont ceux qui veulent restaurer l'esclavage qui trahissent la République et ses principes sacrés. Et s'il faut mourir pour défendre notre liberté, nous mourrons. Mais nous ne nous rendrons jamais. Vivre libre ou mourir. Quand Richepanse lut ce texte incendiaire quelques heures après sa distribution, il entra dans une rage froide et calculatrice. Il ordonna immédiatement l'arrestation de Delgray pour haute trahison et rébellion contre l'autorité de l'État. Mais le colonel avait anticipé cette réaction. Dans la nuit du 9 au 10 mai, avant même de publier sa proclamation, il avait quitté discrètement ses quartiers de Basse-Terre avec la majorité de ses hommes et s'était retranché solidement dans le fort Saint-Charles, l'imposante forteresse construite par Vauban au XVIIe siècle qui dominait la rade et la ville. Il fit monter méthodiquement tous les canons disponibles sur les remparts, distribua les munitions avec parcimonie car les réserves étaient limitées, organisa la défense en profondeur avec des positions de repli préparées. La forteresse était réputée imprenable par un assaut frontal. Richepanse le savait pertinemment. Mais Richepanse disposait d'un avantage écrasant, l'artillerie lourde de siège amenée spécialement de France, et des milliers d'hommes prêts à mourir pour exécuter les ordres du premier consul. Ce que personne ne savait encore, en ces premiers jours de mai 1802, c'est que la résistance de Delgray n'était pas un acte isolé d'un officier rebelle. Dans les mornes de la Guadeloupe, dans les plantations abandonnées, dans les villages reculés, dans les cases des cultivateurs, des centaines d'hommes et de femmes avaient lu ou entendu lire sa proclamation. Et ils commençaient à s'armer avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, vieux fusils de chasse, machettes, piques, bâtons ferrés. La guerre venait de commencer. Une guerre qui ne ferait aucun prisonnier. Une guerre qui se terminerait par l'une des explosions les plus spectaculaires de l'histoire. Les premiers combats éclatèrent le 10 mai 1802, le jour même de la publication de la proclamation de Delgray. Richepanse, conscient que le fort Saint-Charles ne pourrait être pris rapidement sans perte massive, décida d'établir d'abord un blocus terrestre et maritime complet pour couper toutes les lignes d'approvisionnement des rebelles. Il envoya simultanément des colonnes mobiles pour sécuriser la route entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, empêchant ainsi toute jonction entre les différents foyers de résistance qui commençaient à s'allumer partout dans l'île comme des feux de brousse. Mais Delgray avait anticipé cette stratégie d'encerclement. Il avait envoyé son second, le capitaine Joseph Ignace, un homme de couleur né esclave et affranchi lors de l'abolition de 1794,
pour organiser la résistance dans l'arrière-pays et harceler les troupes françaises. Ignace était un guerrier né, un vétéran qui avait combattu les Anglais pendant toute la période révolutionnaire. Il connaissait intimement chaque sentier, chaque ravine, chaque cachette de l'île. Il savait où tendre des embuscades, où disparaître après avoir frappé, comment transformer la géographie elle-même en arme contre l'envahisseur. Le 12 mai, une violente embuscade eut lieu près de la rivière Goyave, dans un défilé étroit bordé de forêts tropicales denses et impénétrables. Une colonne française de 500 hommes sous le commandement d'un officier expérimenté s'engagea imprudemment dans le passage sans éclaireurs appropriés. Les hommes d'Ignace, cachés dans la végétation luxuriante, ouvrirent soudainement un feu nourri à bout portant. La colonne française, prise au piège dans l'espace confiné du défilé, ne pouvait ni se déployer ni riposter efficacement. Ce fut un massacre méthodique. Les survivants se replièrent en désordre vers Pointe-à-Pitre, abandonnant derrière eux leurs morts et leurs blessés, ainsi qu'une partie de leurs munitions et provisions. Cette première victoire tactique galvanisa les résistants et attira de nouveaux combattants à leur cause. Des dizaines, puis des centaines d'hommes rejoignirent Delgray et Ignace dans les jours qui suivirent. Ce n'étaient pas seulement d'anciens soldats aguerris. C'étaient aussi des paysans qui cultivaient leurs lopins de terre, des artisans des villes, des ouvriers des ports, tous hommes libres depuis 1794, tous terrifiés à l'idée de retourner en esclavage. Ils apportèrent ce qu'ils avaient, des machettes affûtées, des pics improvisés, quelques vieux fusils de chasse datant d'avant la Révolution. Delgray les organisa du mieux qu'il put en compagnie, leur enseigna les rudiments de la tactique militaire, la discipline du feu, l'importance de conserver les munitions précieuses. En quelques jours, sa petite armée passa de 600 à près de 1000 combattants déterminés. Le capitaine Massotto, un officier mulâtre du 8e régiment d'infanterie coloniale, déserta avec 80 de ses hommes en armes et rejoignit la résistance. Le lieutenant Palerme, un noir libre de Basse-Terre qui savait lire et écrire et qui avait été commissionné capitaine en 1795, fit de même avec toute sa compagnie. Ces désertions massives au sein même de l'armée française révélèrent l'ampleur du soutien dont bénéficiait Delgray parmi les hommes de couleur. Richepanse comprit rapidement qu'il n'affrontait pas une simple mutinerie localisée d'officiers mécontents. C'était une insurrection généralisée qui menaçait de faire basculer toute l'île dans une guerre totale. Il ordonna des mesures de répression d'une brutalité inouïe pour terroriser la population et décourager tout soutien aux rebelles. Le 15 mai, il fit arrêter sans mandat tous les hommes de couleur de Pointe-à-Pitre soupçonnés de sympathie envers Delgray, sur la base de dénonciations souvent anonymes et invérifiables. 63 personnes furent emprisonnées sans jugement dans des conditions épouvantables. 5 d'entre elles, accusées sans preuve formelle d'avoir distribué la proclamation de Delgray, furent fusillées publiquement le lendemain sur la place de la Victoire devant une foule forcée d'assister au spectacle. Richepanse fit ensuite exposer leurs corps pendant 3 jours entiers comme avertissement macabre et public. Le message était parfaitement clair. Toute résistance, tout soutien aux rebelles, même passifs, serait puni de mort immédiate et sans appel. Mais cette brutalité systématique eut l'effet inverse de celui escompté. Loin d'intimider la population, elle renforça sa détermination et sa solidarité avec les résistants. Les exécutions sommaires et les corps exposés rappelaient trop les méthodes de l'ancien régime esclavagiste, les châtiments publics infligés aux esclaves récalcitrants. Les gens comprirent viscéralement que Richepanse représentait le retour à cet ordre ancien de terreur et d'humiliation. Des soldats mulâtres et noirs de l'armée française régulière elle-même, horrifiés par ce qu'ils voyaient et comprenant qu'ils seraient bientôt réduits en esclavage eux aussi, commencèrent à déserter en nombre croissant pour rejoindre Delgray dans le fort ou Ignace dans les Mornes. Richepanse ordonna que tout soldat de couleur pris en flagrant délit de désertion soit exécuté immédiatement sans jugement ni délai. Le 17 mai, 12 hommes furent fusillés à Pointe-à-Pitre au petit matin. Le lendemain, 17 autres furent exécutés à Basse-Terre devant le fort. Les pelotons d'exécution travaillaient jour et nuit, méthodiquement, transformant la Guadeloupe en un immense camp de la terreur. Pendant ce temps, Delgray menait depuis le fort Saint-Charles une remarquable guerre d'usure psychologique et tactique. Il évitait soigneusement les batailles rangées en rase campagne où sa petite armée hétéroclite aurait été écrasée par le nombre et la discipline supérieure des troupes consulaires. À la place, il multipliait les raids éclairs nocturnes, les embuscades meurtrières dans les zones forestières, les attaques surprises contre les dépôts de ravitaillement isolés. Ces hommes frappaient vite avec une violence calculée, tuaient quelques soldats français,
incendiait un dépôt de munitions ou de vivres, puis disparaissait dans les mornes avant que l'ennemi ne puisse organiser une poursuite efficace. Cette guérilla constante exaspérait Richepanse, qui voyait ses effectifs fondre lentement mais régulièrement sans pouvoir porter de coup décisif contre un adversaire insaisissable. Le 14 mai, après avoir rassemblé suffisamment d'artillerie lourde, Richepanse ordonna le début du siège formel du fort Saint-Charles. 30 canons furent positionnés méthodiquement autour de la forteresse, à distance de tir mais hors de portée effective des canons plus légers de Delgray. Pendant 10 jours, du 14 au 22 mai, les bombardements se poursuivirent presque sans interruption. Des centaines de boulets pilonnèrent les fortifications jour et nuit. Les boulets rouges chauffés au feu incendièrent plusieurs bâtiments à l'intérieur du fort, créant des brasiers que les défenseurs épuisés peinaient à éteindre. Les épais murs construits par Vauban au XVIIe siècle, conçus pour résister aux canons de cette époque, commencèrent à s'effriter dangereusement sous les impacts répétés de l'artillerie moderne plus puissante. Le 22 mai au soir, après avoir évalué froidement la situation, Delgray convoqua un conseil de guerre d'urgence avec ses officiers principaux. La situation était devenue intenable. Les murs s'écroulaient progressivement. Les réserves de poudre s'épuisaient dangereusement. L'eau potable commençait à manquer. Les blessés s'entassaient dans les casemates transformées en infirmeries de fortune. Si Delgray restait au fort, ses hommes seraient massacrés lors de l'assaut final inévitable qui ne pouvait plus tarder. Il prit alors une décision audacieuse qui démontrait son génie tactique, évacuer la forteresse sous le couvert de la nuit et se replier vers une position naturellement plus défendable dans les montagnes. Dans la nuit du 22 au 23 mai, profitant de l'obscurité et d'une accalmie temporaire dans le bombardement, Delgray et environ 300 de ses hommes les plus déterminés s'échappèrent silencieusement du fort assiégé par la poterne du Galion, une porte dérobée donnant sur l'arrière de la forteresse qui n'était pas sous surveillance étroite. Ils emportèrent tout ce qu'ils purent, armes, munitions restantes, vivres, provisions médicales, et surtout, de manière cruciale pour la suite des événements, 15 barils de poudre noire soigneusement transportés. Ils marchèrent toute la nuit à travers les mornes accidentées dans un silence discipliné, évitant scrupuleusement les patrouilles françaises dont ils connaissaient les itinéraires habituels. Au petit matin du 23 mai, quand les troupes de Richepanse donnèrent l'assaut final au fort Saint-Charles après une préparation d'artillerie intensive, elles le trouvèrent complètement vide. Le général entra dans une rage folle en découvrant que sa proie lui avait échappé après 10 jours de siège coûteux. Il fit immédiatement fusiller pour incompétence grave le commandant responsable de la surveillance des sorties du fort. Mais Richepanse n'était pas homme à abandonner facilement une proie. Il organisa immédiatement et méthodiquement la poursuite. 3 colonnes de 1000 hommes chacune furent lancées sur les traces des rebelles évadés, avec ordre de les traquer sans relâche jusqu'à leur capture ou leur extermination totale. Les éclaireurs suivirent les traces dans la boue des sentiers montagneux. La chasse à l'homme impitoyable commença. Les combattants de Delgray atteignirent enfin Matouba le 24 mai en fin d'après-midi, épuisés par la marche forcée mais encore combatifs. C'était un site naturellement fortifié remarquable, une sorte de cuvette entourée de montagnes abruptes aux pentes vertigineuses, accessible seulement par 2 sentiers étroits et escarpés faciles à défendre. Une rivière fournissait de l'eau potable en abondance. La forêt dense offrait du bois pour les feux et des cachettes naturelles. Delgray choisit comme point d'ancrage l'habitation d'Anglemont, parfois orthographiée d'Anglemont dans les sources, une ancienne propriété sucrière abandonnée dont les bâtiments en pierre pouvaient servir d'abri et de position défensive. Il fit immédiatement disposer ses 300 hommes en position défensive réfléchie. Les tireurs d'élite furent positionnés en hauteur sur les versants avec ordre strict de viser en priorité les officiers français reconnaissables à leurs uniformes distinctifs. Il fit rouler d'énormes rochers pour bloquer partiellement les 2 sentiers d'accès, créant des goulets d'étranglement meurtriers. Les réserves précieuses de munitions et les 15 barils de poudre furent entreposés dans une grotte naturelle au centre de la position, à l'abri des tirs éventuels. Le 25 mai au matin, les premières colonnes de Richepanse arrivèrent au pied des hauteurs de Matouba. Le colonel Cerizia, remis de la blessure qu'il avait reçue lors de l'embuscade de la rivière Goyave et assoiffé de vengeance, commandait l'avant-garde forte de 1200 hommes. Impatient d'en découdre et méprisant l'ennemi qu'il considérait comme une bande de nègres indisciplinés, il ordonna un assaut immédiat sans reconnaissance préalable du terrain. Ce fut un désastre sanglant. Les soldats français, déjà épuisés par la marche forcée sous le soleil tropical écrasant, durent gravir des pentes à 45 degrés sous un feu nourri et précis.
Les rebelles, protégés par les rochers et connaissant parfaitement le terrain, tiraient méthodiquement à loisir sur les assaillants exposés. En 2 heures d'assaut désespéré, Cerizia perdit 120 hommes tués ou grièvement blessés. Il ordonna finalement le repli en abandonnant ces blessés que les rebelles achevèrent. Richepanse arriva le lendemain, 26 mai, avec le gros de ses forces. En officier expérimenté, il comprit immédiatement après avoir observé le terrain avec sa longue vue que prendre Matouba d'assaut frontal coûterait des centaines, peut-être des milliers de vies françaises. La position était remarquablement choisie et admirablement défendue. Il décida donc d'adopter une autre tactique moins coûteuse en vie, le siège par attrition. Il fit encercler complètement la position par environ 1800 hommes déployés en cordon tout autour des hauteurs. Aucun ravitaillement ne pourrait plus atteindre les assiégés. Il suffirait d'attendre patiemment qu'ils meurent de faim et de soif, ou qu'ils se rendent par désespoir. Mais Richepanse ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que Louis Delgray n'avait aucune intention d'attendre passivement la mort par inanition ou la reddition humiliante. Le colonel avait déjà pris sa décision finale. Une décision qui ferait de sa mort et de celle de ses compagnons un acte qui résonnerait à travers les siècles et défierait toute logique rationnelle de survie. Dans l'après-midi du 26 mai, le capitaine Dufresne, un officier métropolitain réputé pour ses talents diplomatiques et sa capacité à négocier, fut envoyé par Richepanse sous drapeau blanc de parlementaire. Il gravit péniblement le sentier abrupt menant à Matouba, un mouchoir blanc attaché ostensiblement à son sabre pour signaler ses intentions pacifiques. Les sentinelles de Delgray le laissèrent passer sans incident après l'avoir fouillé pour vérifier qu'il n'était pas armé. Il fut conduit jusqu'au colonel qui le reçut assis calmement sur un rocher plat, entouré de ses principaux officiers, Kirouan, Dauphin, Jacquet, des hommes qui avaient choisi de le suivre jusqu'à la mort. Dufresne délivra son message avec toute la diplomatie dont il était capable. Le général Richepanse, dans sa grande magnanimité, offrait la clémence aux rebelles s'ils rendaient immédiatement et inconditionnellement les armes. Louis Delgray et ses officiers supérieurs seraient déportés en France métropolitaine plutôt qu'exécutés sur place. Ils seraient jugés par un tribunal, certes, mais ils auraient droit à un procès en bonne et due forme avec possibilité de se défendre. Les soldats ordinaires seraient remis en esclavage, admis franchement Dufresne puisqu'il n'y avait plus de raison de mentir, mais avec la promesse solennelle d'un traitement humain réglementé. Pas de châtiments corporels excessifs. Pas de séparation arbitraire des familles. Des conditions, insista Dufresne avec un sourire gêné et peu convaincant, presque acceptable étant donné les circonstances. Louis Delgray écouta en silence absolu, le visage impassible, sans montrer la moindre émotion. Quand Dufresne termina son exposé, le colonel resta immobile pendant une longue minute qui parut interminable, les yeux fixés sur l'horizon lointain où la mer des Caraïbes scintillait sous le soleil de l'après-midi. Puis il se leva lentement, s'approcha du capitaine français avec dignité, et parla d'une voix douce mais parfaitement claire que tous les hommes présents purent entendre distinctement. « Capitaine Dufresne, vous me semblez être un homme honorable pris dans une situation qui vous dépasse. Je vais donc vous parler avec la franchise que vous méritez. Retournez dire au général Richepanse que nous refusons catégoriquement ces conditions. Nous ne nous rendrons pas. Nous ne retournerons pas en esclavage. Jamais. Vous comprenez ce mot, capitaine? Jamais. Dites-lui que nous préférons mourir en hommes libres plutôt que de vivre enchaînés comme des bêtes. Vivre libre ou mourir. C'est notre devise. C'est notre serment. C'est notre destin. Dufresne insista, troublé par le calme surnaturel de Delgray. Il parla des vies qui seraient épargnées si les rebelles acceptaient la réalité de leur défaite inévitable, de la folie du suicide collectif, de l'impossibilité mathématique de la victoire militaire contre des forces 10 fois supérieures. Delgray le laissa parler sans l'interrompre, puis répéta simplement avec la même douceur implacable, « Vivre libre ou mourir. Retournez auprès de votre général. » Le capitaine redescendit la montagne à la tombée du jour, profondément troublé par ce qu'il avait vu et entendu. Il fit son rapport à Richepanse qui accueillit la nouvelle avec un haussement d'épaule indifférent. Très bien, qu'il meure donc s'il le désire tant. De toute façon, des exemples sévères devront être faits pour terroriser la population. Autant que ce soit eux. Ce que Richepanse ne savait pas, ne pouvait pas imaginer dans ses calculs militaires les plus sophistiqués, c'est que pendant que Dufresne négociait inutilement, Delgray avait déjà commencé à mettre en œuvre son plan final.
Les barils de poudre apportés du Fort Saint-Charles avaient été soigneusement disposés dans la grotte naturelle au centre du campement de Matouba. Les 3 ingénieurs militaires parmi les rebelles, d'anciens artilleurs noirs qui avaient servi fidèlement dans l'armée révolutionnaire et qui connaissaient intimement les propriétés de la poudre noire, travaillaient depuis 2 jours à préparer méthodiquement ce qui allait devenir la plus grande explosion volontaire de l'époque consulaire. 15 barils de poudre noire standard, soit environ 750 kg d'explosifs. Les barils furent disposés en cercle serré dans la grotte, connectés par des traînées de poudre méticuleusement calibrées qui convergeaient toutes vers un point central où un long cordon mèche permettrait l'allumage à distance relative. Les calculs étaient précis, fruits de l'expérience militaire accumulée. L'explosion couvrirait un rayon de mort instantané d'environ 50 mètres, vaporisant littéralement tout être vivant dans cette zone. Au-delà, jusqu'à 150 mètres, l'onde de choc brutal et les projectiles rocheux projetés à vitesse supersonique tueraient ou blesseraient mortellement quiconque se trouverait à découvert. Le soir du 26 mai, alors que le soleil se couchait dans un embrasement de rouge et d'orange sur la mer lointaine, Delgray réunit tous ses combattants pour un discours final. 300 hommes, 17 femmes qui avaient choisi de combattre aux côtés de leurs compagnons, et 3 enfants, fils de soldats qui avaient catégoriquement refusé de les abandonner malgré les supplications. Le colonel parla longuement, pesant chaque mot avec soin. Il expliqua la situation sans phare ni illusion. Ils étaient encerclés sans espoir réaliste de secours extérieur, sans possibilité de fuite à travers les lignes françaises. Richepanse les affamerait méthodiquement jusqu'à la soumission forcée. La reddition signifiait l'esclavage immédiat pour tous les soldats ordinaires. L'exécution probable pour les chefs malgré les belles promesses de Dufresne. Mais, continua Delgray d'une voix qui gagnait en intensité, il existait une 3e voie. Une voie qui transformerait leur mort inévitable en un acte politique d'une portée historique immense. Une voie qui enverrait un message retentissant à Bonaparte, à Richepanse, à tous les esclavagistes d'Europe et des Amériques. Le message que la liberté a un prix terrible, et que ceux qui veulent l'arracher à des hommes qui l'ont goûté paieront ce prix dans le sang et la terreur. Il décrivit son plan avec franchise brutale. Ils allaient faire exploser volontairement le dépôt de poudre. L'explosion les tuerait tous instantanément. Mais ils mourraient en hommes libres, debout, défiants, refusant jusqu'au dernier souffle de se soumettre. Leur sacrifice deviendrait un symbole éternel de résistance à l'oppression. Un silence de mort accueillit ces paroles terribles. Puis un soldat, la voix étranglée par l'émotion, demanda simplement « Mon colonel, vous nous proposez de nous suicider ?» Delgray le regarda droit dans les yeux sans ciller. « Non. Je vous propose de mourir debout plutôt qu'à genoux. De mourir en homme libre plutôt qu'en esclave. Mais chacun reste absolument libre de son choix. Ceux qui veulent tenter de fuir cette nuit peuvent le faire. Je ne les jugerai pas. Je ne les retiendrai pas. Je leur montrerai même un sentier secret que je connais. Mais ceux qui restent doivent comprendre clairement. Nous allons tous mourir après-demain matin. » La nuit tomba sur Matouba. Et pendant toute cette nuit étouffante du 26 au 27 mai, des hommes et des femmes prirent la décision la plus difficile qu'un être humain puisse prendre, choisir délibérément le moment et les circonstances de sa propre mort. À l'aube brumeuse du 27 mai, Delgray fit le compte avec un calme surnaturel. Sur les 320 personnes présentes la veille au soir, 23 avaient choisi de fuir pendant la nuit. Parmi elles, 2 officiers torturés par le doute, 12 soldats dont certains avaient des familles qui les attendaient ailleurs, 6 femmes dont une enceinte qui ne pouvait accepter de condamner l'enfant qu'elle portait, et les 3 enfants que leur père avait finalement accepté de laisser partir pour leur donner une chance de survivre. Delgray avait tenu parole. Il les avait guidés lui-même vers un sentier peu connu qui descendait vers la côte en évitant les lignes françaises, leur donnant ainsi une chance raisonnable d'échapper à la mort certaine. Ces 23 survivants témoigneraient plus tard de ce qui s'était passé lors de cette dernière nuit. Leur récit, recueilli des décennies après les faits et conservé dans diverses archives familiales et institutionnelles, constitue l'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui des dernières heures à Matouba. Restaient donc 297 âmes. 297 hommes et femmes qui avaient fait le choix incompréhensible et héroïque de la mort plutôt que de l'esclavage. Delgray les remercia avec une émotion qu'il ne chercha plus à dissimuler. Il leur dit qu'ils entraient dans l'histoire, que leurs noms individuels seraient peut-être oubliés avec le temps mais que leur acte collectif ne le serait jamais, qu'ils devenaient en ce moment même des symboles immortels de la dignité humaine face à l'oppression.
La journée du 27 mai s'écoula dans une tension insupportable et une activité fiévreuse. À Matouba, les préparatifs finaux de l'explosion furent achevés méticuleusement. Le dispositif explosif était prêt, vérifié et revérifié. Le cordon mèche fut coupé à une longueur calculée pour brûler exactement 90 secondes. 90 secondes pour que tous les combattants puissent converger vers le point d'explosion et s'assurer que personne ne survivrait accidentellement en périphérie. 90 secondes qui semblent une éternité quand on attend la mort, mais qui passent en un éclair quand on court vers elle. Les combattants passèrent cette dernière journée à écrire des lettres d'adieu à ceux qu'ils aimaient, des testaments spirituels pour la postérité, des messages pour les générations futures. Un soldat nommé Jean-Baptiste Lapointe, ancien esclave affranchi en 1794 et devenu sergent dans l'armée républicaine, écrivit à son épouse Thérèse restée à la Martinique une lettre qui fut miraculeusement conservée et retrouvée dans les archives familiales en 1897. Elle est aujourd'hui exposée au musée du Panthéon à Paris. Ma chère Thérèse, ma bien-aimée, quand tu liras ces mots tracés d'une main tremblante, je ne serai plus de ce monde. Je serai mort depuis longtemps déjà. Ne pleure pas ma mort, je t'en supplie, mais réjouis-toi plutôt de ma vie. Pendant 8 années merveilleuses, de 1794 à aujourd'hui, j'ai vécu en homme véritablement libre. J'ai marché la tête haute sous le soleil. Personne ne m'a fouetté. Personne ne m'a vendu. Personne ne m'a traité comme un animal. J'ai porté l'uniforme de la République française. J'ai combattu pour la France et ses idéaux sacrés de liberté, égalité et fraternité. Aujourd'hui, cette même France qui nous avait déclarés libres et égaux veut nous remettre dans les fers que nous avons brisés. Je refuse. Nous refusons tous. Nous préférons mourir. Dis à nos fils, s'ils naissent un jour de ton ventre, que leur père n'était pas un esclave soumis. Dis-leur que leur père était un homme libre qui a choisi le moment de sa mort. Dis-leur que leur père a préféré la mort à la honte. Vivre libre ou mourir. Je t'aime éternellement. Jean-Baptiste. D'autres lettres, moins bien conservées ou perdues, révèlent selon les témoignages l'état d'esprit extraordinaire des condamnés volontaires. Certains écrivirent des messages purement religieux, demandant pardon à Dieu pour le péché mortel du suicide qu'ils allaient commettre, mais expliquant que leur conscience ne leur permettait pas d'autre choix. D'autres rédigèrent des accusations politiques enflammées, dénonçant la trahison de Bonaparte et prédisant que l'histoire le jugerait sévèrement pour avoir trahi les idéaux mêmes de la révolution qu'il prétendait incarner. Quelques-uns écrivirent simplement le mot « liberté » sur des morceaux de papier qu'ils glissèrent dans leurs vêtements, comme si ce mot sacré pouvait les accompagner dans la mort et leur servir de passeport pour l'au-delà. La nuit du 27 au 28 mai fut la dernière nuit de leur vie terrestre. Les témoins qui s'étaient échappés la veille racontèrent plus tard, avec des voix encore brisées par l'émotion des décennies après, qu'ils entendirent des chants montant des hauteurs de Matouba. Les 297 condamnés volontaires chantaient. Ils chantaient la Marseillaise, cet hymne révolutionnaire qui proclamait la liberté et appelait les enfants de la patrie à se lever contre la tyrannie. Ils chantaient le Ça ira, cette chanson populaire optimiste qui promettait que ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ils chantaient des chansons créoles transmises de génération en génération, des mélodies africaines venues de terres lointaines que certains avaient encore dans la mémoire ancestrale, des hymnes religieux catholiques appris dans les églises coloniales. Ils chantaient pour couvrir leur peur insupportable. Ils chantaient pour affirmer une dernière fois leur humanité. Ils chantaient parce que seuls les êtres humains libres peuvent chanter face à la mort certaine. Louis Delgrès ne chanta pas cette nuit-là. Il la passa en prière solitaire, agenouillé sur la terre nue de la grotte où reposaient les barils de poudre qui allaient tous les tuer. Il n'était pas particulièrement religieux, n'avait jamais été un catholique fervent malgré son éducation coloniale, mais cette nuit ultime il chercha désespérément un réconfort dans la foi de son enfance. Il pria pour ces hommes qui lui avaient fait confiance jusqu'à la mort. Il pria pour sa cause qu'il estimait juste malgré son issue terrible. Il pria pour que son sacrifice ne soit pas vain, pour que l'histoire se souvienne et juge, pour que les générations futures comprennent qu'ils n'étaient pas des fanatiques suicidaires mais des hommes libres qui avaient fait le seul choix moralement acceptable face à une oppression intolérable. À 5 heures du matin le 28 mai 1802, le soleil commença à se lever lentement sur les montagnes de Guadeloupe, projetant ses premiers rayons rougeoyants sur les hauteurs brumeuses de Matouba. Ce fut le dernier lever de soleil que virent les 297 combattants de Louis Delgrès.
Dans quelques heures, ils auraient tous disparu de la surface de la Terre, vaporisés par l'explosion la plus violente que les Caraïbes aient jamais connue. Dans le camp de Richepanse en contrebas, les soldats français se préparaient méthodiquement à l'assaut final. Le général avait décidé que le siège avait assez duré. Les rebelles devaient être détruits aujourd'hui même. Il ordonna une attaque coordonnée simultanée par les 2 sentiers d'accès à Matouba, avec pour objectif de submerger les défenses par le nombre pur et d'en finir rapidement. Le chef de bataillon, Cambriel, reçut l'ordre de mener le 2e bataillon de la 66e demi-brigade par le sentier Hay. Le chef de bataillon, Delacroix, attaquerait simultanément par le sentier ouest avec ses troupes. Environ 1800 soldats français au total allaient converger sur les 300 rebelles dans un assaut massif et brutal. À 6 heures précises, les troupes françaises commencèrent leur ascension sous les ordres hurlés de leurs officiers. L'assaut fut d'une violence inouïe. Les rebelles de Delgrès, sachant que c'était leur dernière bataille, combattirent avec une férocité désespérée qui stupéfia les assaillants français. Ils n'économisaient plus leurs munitions maintenant, tirant aussi vite qu'ils pouvaient recharger leurs fusils. Les pentes de Matouba se couvrirent de cadavres français qui roulaient en arrière, emportés par la gravité et le poids de leurs équipements. Mais les Français étaient trop nombreux, trop bien armés, trop disciplinés. Mètre par mètre, au prix de pertes terribles, ils gagnèrent du terrain. Cambriel et Delacroix firent leur jonction vers 6h30, unissant leurs forces pour l'assaut final. Les rebelles, à court de munitions maintenant, se battaient à la baïonnette, au couteau, à main nue. Mais ils étaient submergés par le nombre implacable. Delgrès et les survivants de son petit groupe d'officiers se replièrent progressivement, combattant pied à pied, vers l'habitation d'Anglemont au centre de leur position. Les bâtiments en pierre offraient un dernier refuge dérisoire. Les soldats français, sentant la victoire proche, redoublèrent leurs efforts. Ils étaient maintenant à moins de 100 mètres des bâtiments principaux. Puis 50 mètres. Puis 30. C'est à ce moment, alors que les premiers soldats français s'apprêtaient à pénétrer dans les bâtiments pour capturer les derniers rebelles retranchés, que Louis Delgrès prit la décision finale et irrévocable. L'heure n'était plus indiquée avec précision dans les rapports confus de la bataille, mais les historiens estiment qu'il était environ 6h45 du matin. Delgrès sortit calmement du bâtiment principal où il s'était retranché avec ses derniers compagnons. Les tirs français cessèrent un instant, les soldats surpris par cette apparition soudaine. Le colonel se tenait debout, droit et fier dans son uniforme déchiré et souillé de poudre noire, regardant une dernière fois le ciel matinal. Puis il cria d'une voix puissante qui porta sur toute la zone de combat, « Vivre libre ou mourir !» Les voix des 297 condamnés répondirent immédiatement à l'unisson, formant un rugissement final de défi qui résonna contre les montagnes, « Vivre libre ou mourir ! Vivre libre ou mourir !» Puis, avant que quiconque ne puisse réagir ou comprendre ce qui se passait, Delgrès se retourna et courut vers la grotte où étaient entreposés les barils de poudre. Tous ses compagnons survivants, comme s'ils avaient répété ce mouvement, convergèrent simultanément vers le même point. Ils couraient vers leur propre mort avec une détermination qui défie toute compréhension rationnelle. Ils coururent pour être certains d'être dans la zone de destruction instantanée. Ils coururent vers leur liberté finale. Delgrès s'agenouilla près du cordon mèche qui sortait de la grotte. D'une main remarquablement stable pour un homme face à sa mort imminente, il sortit son briquet à silex de sa poche. Il fit jaillir une étincelle. Puis une autre. À la 3e tentative, l'étincelle enflamma l'extrémité du cordon. Le feu commença à courir le long de la mèche avec un sifflement sinistre. 90 secondes. C'est le temps qu'il restait à Louis Delgrès et à ses 297 compagnons pour vivre. Les soldats français, réalisant soudainement avec horreur ce qui était en train de se passer, commencèrent à hurler et à courir en désordre pour s'éloigner le plus vite possible. Mais beaucoup étaient trop près, trop engagés dans les bâtiments et les positions avancées. Ils se bousculaient, se piétinaient dans la panique. Certains trébuchaient et tombaient, ralentissant ceux qui les suivaient. Delgrès se releva calmement et se retourna une dernière fois vers ses hommes. Ils s'étaient tous rassemblés autour de lui et de la grotte, formant un cercle serré de corps humains. Ils se tenaient debout, les bras entrelacés, les visages calmes maintenant que la décision était prise et l'acte irréversible. Certains priaient à voix haute. D'autres pleuraient silencieusement. Quelques-uns souriaient même,
étrangement apaisés par la certitude de ce qui allait arriver. Ils étaient ensemble. Ils étaient libres. Et dans quelques secondes, ils seraient morts. Le cordon mèche atteignit l'intérieur de la grotte où les 15 barils de poudre attendaient. L'heure exacte ne fut jamais établie avec précision absolue, mais les témoignages concordants des survivants français et des observateurs éloignés permettent de l'estimer à environ 6h47 du matin, le 28 mai 1802. L'explosion fut d'une violence qui dépassa toutes les attentes, tous les calculs, toutes les descriptions possibles. 750 kg de poudre noire détonèrent simultanément en une fraction de seconde, libérant une énergie destructrice équivalente à plusieurs tonnes de TNT modernes. Une boule de feu d'un blanc aveuglant, atteignant des températures de plusieurs milliers de degrés, embrasa instantanément tout dans un rayon de 50 mètres. L'onde de choc, se propageant plus vite que le son, pulvérisa littéralement les corps humains qui se trouvaient dans cette zone primaire, les réduisant en vapeur et en cendres en une microseconde. Il n'y eut pas de souffrance. La mort fut si rapide, si totale, si absolue que le système nerveux humain n'eut même pas le temps de transmettre la moindre sensation de douleur au cerveau. L'explosion pulvérisa aussi les rochers massifs de la grotte, les transformant en milliers de projectiles rocheux lancés dans toutes les directions à des vitesses supersoniques. Les bâtiments de l'habitation d'Anglemont furent soufflés comme des châteaux de cartes. Les arbres dans un rayon de 150 mètres furent arrachés de terre et projetés comme des allumettes. Le sol trembla si violemment que les habitants de Basse-Terre, à plus de 3 km de distance, crurent à un séisme majeur ou à une éruption de la soufrière toute proche. Le bruit de l'explosion fut absolument assourdissant. On l'entendit distinctement jusqu'à Pointe-à-Pitre, à plus de 40 km de distance. Les marins sur les navires ancrés dans la rade de Basse-Terre se jetèrent au sol, terrorisés, croyant que leur poudrière avait explosé accidentellement. Richepanse lui-même, dans son campement à 1 kilomètre en contrebas, fut projeté au sol par l'onde de choc. Ses chevaux s'enfuirent en hennissant de terreur. Une colonne de fumée noire mêlée de poussière, de débris et de vapeur s'éleva verticalement dans le ciel matinal comme une colonne infernale. Les témoins oculaires l'estimèrent à une hauteur de 4 à 500 mètres. Elle était visible depuis la mer, à des dizaines de kilomètres. Les nuages de fumée et de cendres mirent plus d'une heure à se dissiper complètement, portés par les vents d'altitude. Quand le silence retomba enfin, un silence d'une qualité étrange et surnaturelle après le vacarme apocalyptique, et que la fumée commença lentement à se disperser, Richepanse envoya des patrouilles prudentes pour évaluer les dégâts et rechercher d'éventuels survivants. Ce qu'elles découvrirent les glaça d'horreur et marqua à jamais leur mémoire. Il ne restait littéralement rien. Absolument rien. Là où se dressait l'habitation d'Anglemont quelques minutes plus tôt se trouvait maintenant un cratère béant de près de 20 mètres de diamètre et de 4 à 5 mètres de profondeur. Pas de corps identifiables. Pas de membres arrachés. Pas même de vêtements intacts. L'explosion avait été si violente, si totale, si absolue que tout avait été vaporisé, pulvérisé, dispersé en particules microscopiques. Les 297 combattants de Louis Delgray avaient littéralement disparu de la surface de la Terre. Ils s'étaient évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les seuls restes humains retrouvés furent quelques fragments d'os calcinés à la périphérie de la zone d'explosion, impossible à identifier individuellement. Et bien sûr, les cadavres des soldats français qui avaient été tués dans l'assaut final ou dans l'explosion elle-même. Les rapports militaires français mentionnent plusieurs dizaines de morts et de blessés graves parmi les troupes consulaires, victimes soit des combats matinaux soit des projectiles rocheux propulsés par l'explosion. Richepanse, quand il monta personnellement inspecter le site quelques heures plus tard, resta longtemps silencieux face au cratère fumant. Même lui, vétéran endurci de dizaines de batailles sanglantes, fut impressionné malgré lui par l'ampleur du sacrifice. Il comprit qu'il n'avait pas simplement vaincu une rébellion militaire. Il avait été témoin d'un acte politique d'une portée symbolique immense dont les répercussions dépasseraient de loin les frontières de cette petite île caribéenne. Mais sa compassion, si elle existe à jamais, fut de très courte durée. Dans les heures et les jours qui suivirent l'explosion de Matouba, Richepanse déchaîna une vague de répression d'une brutalité inouïe sur toute la Guadeloupe. Il ordonna l'arrestation immédiate de tous les hommes de couleur soupçonnés d'avoir sympathisé avec Delgray, sur la base des dénonciations les plus fragiles. Des centaines de personnes furent jetées en prison. Des dizaines furent exécutées sommairement sans jugement. Les rapports officiels,
qui minimisent systématiquement les chiffres pour des raisons évidentes, font état de 238 exécutions dans les 3 mois qui suivirent le 28 mai. Les témoignages de survivants et les estimations des historiens modernes parlent de chiffres bien supérieurs, probablement plusieurs centaines d'exécutions, peut-être plus d'1 millier si l'on compte les morts accidentelles lors des arrestations et des interrogatoires brutaux. Des villages entiers soupçonnés d'avoir abrité ou aidé les rebelles furent incendiés méthodiquement. Les habitants qui tentaient de fuir étaient abattus sans sommation. Des familles complètes furent décimées sur la simple accusation, souvent anonyme et invérifiable, d'avoir fourni de la nourriture ou des informations aux insurgés. Joseph Ignace, le second de Delgrès qui n'était pas présent à Matouba au moment de l'explosion, continua courageusement la résistance dans les mornes pendant encore 2 mois avec une poignée de fidèles. Mais traqué sans relâche par des colonnes françaises déterminées et par des chiens spécialement dressés pour chasser les esclaves fugitifs, il fut finalement acculé le 25 juillet 1802. Refusant la capture, il se donna la mort d'une balle dans la tête plutôt que d'être pris vivant. Son corps fut ramené à Basse-Terre et exposé publiquement pendant une semaine entière sur la place principale pour décourager toute velléité de nouvelles rébellions. Une femme nommée Solitude, qui selon l'historien Auguste Lacour dans son Histoire de la Guadeloupe publiée en 1858 était présente parmi les combattants de Matouba et enceinte de 8 mois, survécut miraculeusement à l'explosion. Les sources historiques ne sont pas claires sur les circonstances exactes de sa survie, mais elle se trouvait probablement à l'écart au moment de l'explosion, peut-être dans une caverne naturelle voisine ou en périphérie de la zone. Elle fut capturée 3 jours plus tard le 31 mai. Richepanse la condamna à mort, mais accepta de surseoir à l'exécution jusqu'après l'accouchement, non par humanité mais parce que les colons voulaient récupérer l'enfant pour le vendre comme esclave. Le 28 novembre 1802, 6 mois après l'explosion de Matouba, Solitude donna naissance à un garçon dans sa cellule obscure et insalubre de la prison de Basse-Terre. Le lendemain matin, 29 novembre 1802, elle fut pendue sur la place publique devant une foule forcée d'assister à l'exécution. Son fils nouveau-né disparut ensuite des registres officiels. On ne sait pas ce qu'il devint. Il fut probablement vendu immédiatement à un planteur et mourut sans doute jeune dans les conditions atroces de l'esclavage restauré. Marthe Rose, surnommée Toto, la compagne de Louis Delgrès, n'avait pas pu le suivre à Matouba car elle s'était cassé la jambe quelques jours avant l'évacuation du fort Saint-Charles. Elle fut capturée à Basse-Terre et exécutée lors de la répression massive qui suivit. L'adjudant général Monroe, un créole blanc de Martinique qui avait aidé Delgrès à rédiger sa proclamation du 10 mai, fut également capturé. Richepanse lui proposa cyniquement la vie sauve s'il reniait publiquement le texte qu'il avait coécrit, arguant qu'en tant que blanc il n'aurait jamais dû s'associer à une rébellion de nègres. Monroe refusa avec mépris et dignité. Il fut pendu le même jour. Antoine Richepanse lui-même ne profita pas longtemps de sa victoire sanglante. Le 3 septembre 1802, seulement 3 mois après l'explosion de Matouba, il fut terrassé brutalement par la fièvre jaune, ce fléau endémique qui décimait les troupes européennes dans les Caraïbes avec une efficacité redoutable. La maladie l'emporta en 4 jours d'agonie terrible, le corps ravagé par la fièvre, vomissant du sang noir caractéristique. Il mourut à l'âge de 32 ans seulement. Son expédition avait perdu près de 2000 hommes sur les 3500 initiaux, soit un taux de mortalité catastrophique de près de 60%. La plupart n'étaient pas morts au combat contre les rebelles mais victimes de la fièvre jaune et d'autres maladies tropicales. Richepanse fut enterré en grande pompe militaire à Basse-Terre. En 1804, un violent ouragan dévasta le cimetière où il reposait. Son tombeau fut détruit et sa dépouille emportée par les eaux déchaînées. Il ne reste rien de lui aujourd'hui en Guadeloupe, et le fort qui porta longtemps son nom fut rebaptisé Fort Delgrès en 1989, ironie historique suprême. Pour Napoléon Bonaparte, la reconquête sanglante de la Guadeloupe ne fut qu'une victoire mineure et coûteuse dans sa stratégie coloniale globale. Le 16 juillet 1802, soit 7 semaines après l'explosion de Matouba, il signa discrètement un arrêté consulaire qui rétablissait officiellement l'esclavage en Guadeloupe en restaurant les lois qui étaient en vigueur avant 1789. Notez bien qu'il s'agissait d'un arrêté consulaire et non d'un décret impérial puisque Bonaparte n'était encore que premier consul en 1802 et ne deviendrait empereur qu'en 1804. Ce texte honteux ne fut jamais publié officiellement dans le Moniteur universel, restant confidentiel pour éviter les protestations des abolitionnistes encore influents en France métropolitaine. Mais la stratégie coloniale de Bonaparte allait se révéler un échec cuisant et coûteux.
À Saint-Domingue, la résistance conduite par les généraux noirs Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe infligea une série de défaites humiliantes aux 40 000 soldats du général Leclerc. La fièvre jaune fit le reste du travail, décimant les troupes françaises qui mouraient par milliers. Leclerc lui-même mourut de la maladie en novembre 1802. En novembre 1803, après avoir perdu plus de 50 000 soldats au total, combats et maladies confondus, Bonaparte dut se résoudre à l'inacceptable, abandonner Saint-Domingue. L'île proclama son indépendance le 1er janvier 1804 sous le nom d'Haïti, devenant la première république noire de l'histoire et la première colonie à conquérir son indépendance par les armes depuis les États-Unis. La perte d'Haïti, la perle des Antilles qui générait jadis des profits colossaux, convainquit finalement Bonaparte que son rêve d'empire colonial dans les Amériques était mort-né et trop coûteux à maintenir. En avril 1803, dans un geste de pragmatisme désabusé, il vendit la Louisiane aux États-Unis pour la somme dérisoire de 15 millions de dollars, une fraction de sa valeur économique et stratégique réelle. C'était un aveu d'échec cuisant. La résistance héroïque des hommes de couleur dans les Caraïbes, symbolisée par le sacrifice de Delgrès à Matouba, avait brisé définitivement les rêves impériaux de Napoléon dans le Nouveau Monde. Pendant 150 ans, l'histoire officielle française passa pudiquement sous silence l'explosion de Matouba et le sacrifice de Delgrès. Les manuels scolaires de la République ne la mentionnaient pratiquement pas. Les historiens universitaires l'ignoraient soigneusement ou la traitaient en une note de bas de page insignifiante, une simple rébellion locale d'officiers indisciplinés écrasés rapidement. Louis Delgrès n'était qu'un nom obscur parmi des milliers d'autres, un rebelle vaguement mentionné, un traître à la France selon certains. La France préférait manifestement oublier cet épisode profondément embarrassant où elle avait trahi ses propres principes fondateurs et restauré l'esclavage après l'avoir aboli. Mais en Guadeloupe, loin du regard et de la mémoire sélective de la métropole, la mémoire de Delgrès persistait obstinément. Elle se transmettait oralement de génération en génération dans les familles descendantes d'esclaves. Les vieux racontaient aux jeunes l'histoire du colonel qui avait préféré mourir libre. Les mères chantaient à leurs enfants des berceuses créoles qui évoquaient Matouba et l'explosion terrible. Delgrès devint progressivement une figure légendaire, presque mythique, un héros culturel qui incarnait la dignité et la résistance face à l'oppression coloniale. Le réveil mémoriel officiel commença véritablement dans les années 1960, porté par les mouvements de décolonisation qui balayaient l'Afrique et les Caraïbes. Des intellectuels antillais, engagés comme Aimé Césaire, redécouvrirent Delgrès et le replacèrent au centre du récit historique caribéen. Ils en firent un symbole puissant de la résistance anticoloniale et de la lutte pour la dignité humaine. En 1983, le président français François Mitterrand reconnut officiellement pour la première fois que la France a commis une grave erreur historique en restaurant l'esclavage en 1802. C'était un premier pas timide mais significatif vers la reconnaissance de cette page sombre. En 1989, lors des cérémonies du bicentenaire de la Révolution française, le Fort Saint-Charles à Basse-Terre fut officiellement et solennellement renommé Fort Delgrès. Une plaque commémorative fut apposée sur les murs de pierre, en mémoire du colonel Louis Delgrès et de ses compagnons qui, le 28 mai 1802, choisirent de mourir libres plutôt que de vivre esclaves. Pour que vive la liberté. Le 10 mai 1998, le Parlement français vota à l'unanimité une loi historique reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage colonial comme crime contre l'humanité. L'article 2 de cette loi, dite loi Taubira du nom de la députée guyanaise qui la porta, institua une journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage en France métropolitaine. En Guadeloupe, le 27 mai, veille de l'explosion, fut déclaré jour férié commémoratif officiel. En 2015, une plaque en l'honneur de Louis Delgrès fut solennellement installée dans la crypte du Panthéon de Paris, ce temple laïque de la République où reposent les grands hommes de la nation française. Le texte gravé dans le marbre déclare simplement « Héros de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, mort sans capituler avec 300 combattants au Matouba en 1802. Pour que vive la liberté ». L'ironie historique est saisissante et n'échappe à personne. Cette plaque commémorative se trouve à quelques dizaines de mètres seulement du monumental tombeau de Napoléon Bonaparte. L'homme qui voulut réduire Delgrès en esclavage repose pour l'éternité à proximité immédiate d'une inscription honorant celui qui lui résista jusqu'à la mort. La proximité physique de ces deux mémoires contradictoires symbolise les tensions et les contradictions de l'histoire française. Chaque année désormais, le 27 mai, une cérémonie officielle solennelle se déroule à Matouba. Le site de l'explosion,
transformé en parc national et lieu de mémoire, accueille des centaines de personnes venues de toute la Guadeloupe et même de la métropole. Un monument imposant marque l'emplacement exact du cratère. Des plaques portent les noms des combattants dont l'identité a pu être établie avec certitude. On lit des extraits de la proclamation du 10 mai. On chante des chansons créoles de résistance. On observe une longue minute de silence chargée d'émotion. Et puis, invariablement, quelqu'un dans la foule crie la devise immortelle, « Vivre libre ou mourir ». Et des centaines de voix répondent en écho, « Vivre libre ou mourir ». Ce cri résonne encore dans les montagnes de Guadeloupe, 223 ans après l'explosion qui pulvérisa Louis Delgray et ses compagnons. Il résonne comme un rappel permanent et nécessaire que la liberté a un prix, parfois le prix ultime. Que certaines causes transcendent l'instinct de survie individuelle. Que l'histoire, malgré ses oublis sélectifs et ses silences complices, finit toujours par rendre justice aux opprimés qui ont choisi la dignité plutôt que la soumission. Louis Delgray n'a pas gagné sa guerre contre Bonaparte et Richepense. Il est mort dans des circonstances atroces. Ses 297 compagnons sont morts avec lui. L'esclavage fut effectivement restauré en Guadeloupe et perdura pendant 46 années supplémentaires de souffrances indicibles jusqu'à l'abolition définitive proclamée par Victor Schœlcher le 27 avril 1848. Des dizaines de milliers d'êtres humains furent remis dans les chaînes qu'ils avaient brisées, revécurent l'enfer des plantations, subirent à nouveau les fouets, les viols, les séparations familiales, toute l'horreur systématique du système esclavagiste. Sur le plan strictement militaire et immédiat, la résistance de Delgray fut un échec total et sanglant. Mais sur le plan symbolique, moral et historique de long terme, son sacrifice ne fut pas vain. Car Louis Delgray prouva quelque chose de fondamental qui résonne encore aujourd'hui avec une force inaltérée, qu'on ne peut pas réduire en esclavage des hommes qui ont goûté à la liberté sans payer un prix terrible en sang, en terreur et en destruction. Que la résistance à l'oppression n'est pas une rébellion criminelle, mais un droit naturel inaliénable que même la mort ne peut effacer. Que certains principes moraux, la dignité humaine, la liberté, l'égalité, valent infiniment plus que la simple survie biologique. Son exemple inspira directement d'autres résistances dans les décennies qui suivirent. En Jamaïque en 1831, Samuel Sharp mena une insurrection massive qui ébranla profondément le système esclavagiste britannique et contribua directement à l'abolition de 1834. Aux États-Unis en 1859, John Brown, le radical abolitionniste blanc, tenta de soulever les esclaves du Sud en attaquant l'arsenal fédéral de Harpers Ferry. Capturé et pendu, il devint martyr de la cause anti-esclavagiste et son sacrifice contribua à précipiter la guerre de sécession. À Cuba, les guerres d'indépendance contre l'Espagne dans les années 1870 à 1890 furent aussi des guerres pour l'abolition de l'esclavage. Partout dans les Amériques et les Caraïbes, des hommes et des femmes choisirent la résistance armée plutôt que la soumission passive. Et finalement, progressivement, inexorablement, l'esclavage fut aboli partout. Pas par bonté d'âme spontanée des puissances coloniales et esclavagistes, ne nous leurrons pas sur ce point. Mais parce que le système était devenu ingérable face à la résistance constante, coûteux en vie et en ressources militaires, moralement indéfendable face à la montée du mouvement abolitionniste nourri par les témoignages d'horreur, et économiquement moins rentable avec l'avènement de l'industrialisation qui offrait d'autres formes d'exploitation du travail humain. En 1848, 70 000 esclaves de Guadeloupe et de Martinique furent enfin libérés définitivement par le décret de Victor Schœlcher. Dans son rapport préparatoire, Schœlcher cita explicitement Louis Delgray. Cet homme a préféré la mort à l'esclavage pour lui-même et ses compagnons. Il mérite notre respect profond et notre reconnaissance éternelle. La France lui doit des excuses posthumes pour l'avoir trahi en 1802. Son sacrifice nous rappelle que la liberté n'est jamais un don gracieux des oppresseurs, mais une conquête arrachée par les opprimés. Que nous enseigne aujourd'hui l'histoire de Louis Delgray, en 2025, 223 ans après l'explosion de Matouba qui vaporisa 300 âmes. Elle nous enseigne d'abord que la liberté n'est jamais définitivement acquise, qu'elle peut être arrachée même par ceux qui prétendaient la défendre. Bonaparte avait promis de consolider les acquis de la Révolution. Il restaura l'esclavage. Les principes les plus solennellement proclamés s'effacent avec une facilité terrifiante devant les calculs économiques et les ambitions politiques. L'histoire de Delgray est un avertissement permanent. La vigilance est le prix éternel de la liberté.
Elle nous enseigne aussi que les grands dirigeants vénérés par l'histoire officielle peuvent avoir commis des crimes monstrueux que cette même histoire a longtemps préféré minimiser ou ignorer. Napoléon Bonaparte est encore aujourd'hui glorifié en France comme un génie militaire, un législateur brillant, un modernisateur visionnaire. Son tombeau monumental aux Invalides attire des millions de visiteurs. Des dizaines de rues, de places, d'institutions portent son nom. Mais Napoléon fut aussi l'homme qui rétablit l'esclavage après l'avoir aboli, qui ordonna le massacre systématique de dizaines de milliers d'hommes de couleur dans les Caraïbes, qui trahit cyniquement les idéaux révolutionnaires qu'il prétendait incarner. Cette face sombre de son héritage commence seulement à être reconnue et enseignée dans les écoles françaises. L'histoire de Delgrès nous enseigne également qu'il existe des causes pour lesquelles certains êtres humains sont prêts à tout sacrifier, y compris leur vie et même tout espoir de victoire immédiate. Le colonel Delgrès aurait pu négocier, accepter la déportation en France métropolitaine, vivre en exil diminué mais vivant. Ces hommes auraient pu se rendre, accepter de redevenir esclaves en espérant des jours meilleurs, en pariant sur une future abolition. Ce choix pragmatique et rationnel aurait sauvé 300 vies précieuses. Mais ils ont choisi autrement, ont fait un choix qui défie la logique froide de la survie. Ils ont choisi de transformer leur mort inévitable en un cri de protestation qui résonnerait à travers les siècles. Un cri qui dirait « Nous étions des hommes. Nous étions libres pendant 8 ans. Et nous avons catégoriquement refusé de redevenir des bêtes de somme. » Leur sacrifice affirma de la manière la plus radicale possible l'égale dignité de tous les êtres humains. Louis Delgrès aurait pu vivre encore peut-être 40 ans s'il avait accepté la reddition et l'exil. Il serait mort obscurément à Paris ou dans quelque ville de province française, oublié de tous, un simple nom dans les registres militaires. Au lieu de cela, il mourut à 35 ans dans une explosion apocalyptique qui le vaporisa littéralement. Mais 2 siècles plus tard, c'est son nom qui est honoré au Panthéon, c'est sa devise qui est répétée chaque année par des milliers de voix, c'est son exemple qui inspire encore les combats pour la liberté et la justice. Cette histoire résonne aujourd'hui parce qu'elle touche à des questions éternelles qui transcendent les époques et les contextes particuliers. Dans un monde où l'oppression existe toujours sous des formes nouvelles, où des millions d'êtres humains vivent encore en esclavage moderne, où la dignité humaine est quotidiennement bafouée dans tant de pays, le sacrifice de Delgrès garde toute sa pertinence et sa puissance d'inspiration. Il nous rappelle qu'il y a des compromis que l'on ne peut pas accepter sans perdre son âme. Des lignes rouges morales que l'on ne peut pas franchir sans renoncer à son humanité même. Pour Delgrès et ses compagnons, cette ligne absolue était le retour à l'esclavage. Ils avaient vécu 8 ans comme hommes libres, égaux en droit. Retourner dans les plantations, se laisser enchaîner à nouveau, accepter les fouets et les humiliations quotidiennes, c'était une trahison insupportable envers eux-mêmes et envers l'idée même de dignité humaine. Napoléon Bonaparte mourut en 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, en exil après sa défaite finale à Waterloo, rongé par un cancer de l'estomac, abandonné par tous ses anciens partisans qui s'empressaient de servir de nouveaux maîtres. Sa gloire militaire éclatante s'était éteinte dans les neiges meurtrières de Russie et dans la boue sanglante de la Belgique. Son empire continental, qui avait dominé l'Europe pendant 15 ans, s'était effondré en quelques années. Dans ses derniers moments, selon les témoignages de son médecin irlandais Barry O'Meara, il délirait souvent, parlait de batailles passées, de gloire perdue, de destin brisé, de trahison imaginaire. On ne sait pas si, dans ses délires agnonisants, il pensa jamais à la Guadeloupe lointaine. S'il se souvint d'un certain colonel mulâtre qui avait refusé obstinément de se soumettre à ses ordres. S'il eut le moindre remords pour avoir trahi les idéaux de liberté, égalité et fraternité en rétablissant l'esclavage. S'il comprit que son échec colonial dans les Amériques, la perte d'Haïti et de la Louisiane, avait commencé avec la résistance héroïque de ces hommes qu'il avait voulu remettre au fer. Probablement pas. Les dictateurs, même les dictateurs de génie, ont rarement des remords sincères. Leur ego surdimensionné ne peut généralement pas accepter qu'ils aient commis des erreurs morales fondamentales. Louis Delgrès, lui, mourut le 28 mai 1802 à l'âge de 35 ans et 11 mois. Il ne laissa pas de descendance connue, pas de fortune matérielle, pas de monument construit de son vivant. Juste un texte de 8 pages, une proclamation vibrante datée du 10 mai 1802, et un acte d'une bravoure qui défie toute compréhension rationnelle, l'explosion volontaire de 15 barils de poudre qui le vaporisa avec 297 compagnons. Mais 2 siècles plus tard, c'est Delgrès qu'on honore au Panthéon de Paris, temple de la mémoire nationale française.
C'est son nom qui figure sur des dizaines d'écoles, de rues, de places dans toute la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. C'est son visage qui orne des timbres commémoratifs émis par la Poste française en 2002 et 2005. C'est sa devise immortelle qui est scandée chaque année lors des commémorations officielles. C'est son exemple qui inspire des artistes, des écrivains, des musiciens. Le groupe de blues français Delgrès a choisi ce nom en hommage direct au colonel martyr. En 2002, lors du bicentenaire du sacrifice de Matouba, le président de la République française Jacques Chirac se rendit personnellement en Guadeloupe pour inaugurer un nouveau monument sur le site de l'explosion. Dans son discours solennel, il déclara « Louis Delgrès et ses compagnons nous rappellent que la liberté et la dignité humaine sont des valeurs absolues qui transcendent toute considération politique ou économique. Leur sacrifice nous oblige. Il nous oblige à ne jamais oublier les horreurs de l'esclavage. Il nous oblige à combattre toutes les formes contemporaines d'oppression et d'exploitation. Il nous oblige à transmettre aux générations futures la mémoire de cette résistance héroïque. » L'explosion du 28 mai 1802 tua instantanément 297 combattants de la liberté qui avaient choisi volontairement ce destin terrible. Elle tua aussi plusieurs dizaines de soldats français qui se trouvaient trop près au moment de la déflagration. Elle creusa un cratère de 20 mètres de diamètre qui est encore visible aujourd'hui sous le monument commémoratif. Mais elle creusa aussi, de manière bien plus profonde et durable, une faille dans l'édifice idéologique qui justifiait l'esclavage. Car après Delgrès, après Matouba, après cette explosion qui montra au monde entier jusqu'où des hommes libres pouvaient aller pour ne pas retourner en esclavage, les puissances coloniales européennes comprirent progressivement une vérité dérangeante. L'esclavage ne pouvait plus être maintenu indéfiniment par la seule force brutale. Les hommes une fois libérés ne retourneraient pas docilement dans les plantations. Il faudrait les massacrer par dizaines de milliers. Mobiliser des armées entières pour réprimer les révoltes incessantes. Transformer les colonies en immenses camps de concentration militarisés. Et même alors, d'autres Delgrès se lèveraient inévitablement. La résistance de Delgrès et l'explosion de Matouba inspirèrent directement d'autres soulèvements dans les décennies suivantes. Les esclaves des Caraïbes et des Amériques comprirent qu'ils n'étaient pas condamnés à accepter passivement leur sort. Que la résistance était possible. Que la liberté valait tous les sacrifices. Cette prise de conscience progressive et irrépressible rendit finalement l'esclavage ingérable économiquement et politiquement. Et finalement, inexorablement, l'esclavage fut aboli partout. Le Royaume-Uni abolit l'esclavage dans ses colonies en 1834. La France le fit définitivement en 1848. Les États-Unis après leur sanglante guerre de sécession en 1865. Le Brésil, dernier pays des Amériques à maintenir l'esclavage, l'abolit en 1888. Partout, le système esclavagiste s'effondra sous le poids de ses contradictions internes, de la résistance acharnée des esclaves eux-mêmes, et du mouvement abolitionniste qui grandissait dans les métropoles. Que pensez-vous de cette histoire extraordinaire? Louis Delgrès avait-il raison de choisir le suicide collectif volontaire plutôt que la reddition qui aurait épargné 300 vies? Était-ce un acte de courage suprême ou de fanatisme suicidaire? Napoléon Bonaparte trahit-il véritablement et cyniquement les idéaux révolutionnaires de 1789 en restaurant l'esclavage? Ou était-ce simplement du pragmatisme politique nécessaire? L'explosion de Matouba fut-elle un acte désespéré et inutile ou un geste politique d'une portée symbolique immense qui contribua finalement à l'abolition de l'esclavage? Croyez-vous que toute la vérité sur cette affaire tragique a été révélée par les historiens? Ou certains secrets restent-ils encore enfouis dans les archives poussiéreuses? Laissez votre opinion sincère et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému et bouleversé par ce sacrifice héroïque qui défie l'entendement, si cette plongée dans l'histoire sombre et oubliée de la France consulaire vous a marqué, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes historiques sur les ombres de l'Empire. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux chapitres méconnus de notre histoire collective, à ces histoires de résistance et de dignité qui méritent d'être racontées et transmises. Car certaines histoires méritent impérativement d'être racontées, encore et encore, de génération en génération. Certains héros méritent d'être honorés malgré les décennies ou les siècles d'oubli volontaire. Et certains sacrifices ne doivent jamais, absolument jamais, être oubliés par les vivants qui bénéficient aujourd'hui des libertés pour lesquelles d'autres sont morts.
Louis Delgrès et ses 297 compagnons sont morts il y a 223 ans dans une explosion apocalyptique qui les vaporisa instantanément. Mais leur message traverse inaltéré le temps et l'espace. Leurs cris résonnent encore aujourd'hui avec une force intacte. La liberté a un prix. Parfois le prix ultime. Et ce prix, certains êtres humains extraordinaires sont prêts à le payer sans hésitation plutôt que de vivre dans la honte de la soumission. Vivre libre ou mourir.